Mon histoire commence il y a bien longtemps. Mais avant d'en revenir là, je veux vous dire que si elle se déroule sur une très longue période de temps, elle s'est passée dans un tout petit pays. À l'est de l'Est, caché derrière une forêt, se trouve un endroit, on l'appelle la source de Poix ou la source du petit ruisseau. Bref, on ne sait plus d'où vient son nom et l'on a oublié comment il s'était transformé. Maintenant, on l'appelle Pechelbronn. Et la source, me direz-vous? C'est une source qui ne coule pas. C'est une source presque immobile, une mare plutôt, où viennent se rouler des sangliers. Une source noire au milieu de la forêt. Ce qui en sort est une roche liquide, du pétrole. Mon histoire commence dans des paysages de rêve. Une mer bleue, des cocotiers, enfin, pas vraiment des cocotiers, plutôt des fougères géantes, des plages de sable et quelques dinosaures. Sous l'eau nagent des tortues, des crocodiles et des poissons à dents. Il fait beau et chaud, la vie prolifère, des milliers de petits animaux marins vivent et meurent dans ces eaux paradisiaques. Mais il faut revenir un peu plus tôt pour vraiment bien comprendre mon histoire. C'est au Jurassique supérieur, il y a 300 millions d'années, sous la contrainte de la poussée des Alpes, que la croûte terrestre se déforme et fait d'abord naître une chaîne montagneuse. Puis, au milieu de celle-ci apparaît une fracture que l'on appelle un rift. Le sommet de la montagne commence à s'enfoncer dans le sol. Cela crée de nombreuses fractures sur les côtés et un trou, dans lequel vient s'installer une grande mer. Cette mer se remplit petit à petit des déchets de l'érosion, sable, sel, boue. L'accumulation des sédiments compense en partie l'effondrement et contribue à remonter le niveau du sol. Savez-vous que le sol de l'Alsace continue à s'enfoncer sous nos pieds? Oh, je vous rassure, nous descendons très lentement, il nous faut une dizaine d'années pour descendre de 3 ou 4 mm. Mais revenons à nos lagunes tropicales alsaciennes. C'est là que tout se joue. Je vous disais qu'il y avait beaucoup de vie. Le plancton, qui est constitué d'animaux microscopiques, prolifère. Quand il meurt, il se dépose dans le fond du lac, les eaux sont plus salées et elles le conservent. Petit à petit, il est recouvert de sable, de galets. Les lacs se transforment en marécages qui déposent des marnes et des argiles par-dessus les restes de plancton. En s'enfonçant, la pression et la température augmentent. Et quand, après des millions d'années, les roches se sont enfoncées entre 1000 et 3000 mètres, commence une lente transformation des restes de plancton qui deviennent petit à petit huileux, visqueux. Ils sont devenus du pétrole. Comme le pétrole est plus léger que l'eau, il remonte lentement en passant à travers les couches supérieures. Sa progression vers la surface est arrêtée par des roches imperméables. Le pétrole se trouve alors piégé dans des roches magasins comme des sables, des grès ou des calcaires. Mais quelquefois, à la faveur d'une faille, il remonte jusqu'à la surface et forme ces mares boueuses et grasses. Alors on sait que sous nos pieds, il y a du pétrole. Ces mares étaient considérées comme des sources et cette matière noire était appelée bitume. On ne savait pas encore qu'elle brûlait, mais on savait qu'elle rendait étanche. Et c'est là que mon histoire se dirige vers ce petit pays à l'est, tout à l'est du royaume de France. Il était tellement à l'est, ce pays, que l'on n'était même pas sûr qu'il était bien en France. C'était un pays agricole, les paysans venaient de temps en temps à la source, ils recueillaient un peu de bitume pour graisser leurs charrettes ou pour se soigner. Le gisement de pétrole de Pechelbronn est situé dans le nord-est de l'Alsace. De Strasbourg, partons vers le nord. À Haguenau, nous nous dirigeons vers Wissembourg. Nous sommes maintenant à la hauteur de Soultz-sous-Forêt. Au fond, les Vosges du Nord avec le Sulzerkopf. Voici le village de Merkwiller-Pechelbronn, 740 habitants. L'église catholique.
l'Église protestante. Depuis longtemps, depuis plus de 2 siècles, le nom de Pechelbronn est associé à l'histoire de l'industrie pétrolière. Mais il faut remonter jusqu'au XVe siècle, avec la découverte d'une source charriant du bitume. Pechelbronn, Bechelbrunn, la source du bitume. « 5 à 10 litres d'huile par mètre cube étaient ainsi écopés pour graisser les essieux des voitures ou guérir la goutte, le lumbago, les brûlures. » Ah, Jean-Théophile Eiffel a peut-être croisé le Corrie Schmermann, ce vendeur de graisse à charrette qui passait de village en village. Ah oui, il faut que je vous parle de Jean-Théophile Eiffel. C'est le premier scientifique à s'intéresser d'aussi près à cette substance. Il est étudiant en médecine à Strasbourg et en 1734 soutient une thèse sur le bitume de Pechelbronn. Il confirme les propriétés médicales de l'huile, fait des expériences, distille, décante, essaie de la fractionner. Il découvre même qu'on peut en extraire une substance qui brûle très bien, le pétrole lampant, qui servira à l'éclairage plus tard, mais il n'a pas l'idée de s'en servir. Il ne comprend pas ce qu'il pourrait en faire. Il aurait pu être l'inventeur du pétrole moderne. Pendant ce temps, la France grandit. Elle conquiert des pays lointains et renforce son commerce avec les Indes et l'Amérique. Il faut agrandir la flotte de bateaux et savez-vous ce qu'il faut pour construire les bateaux ? Du bois bien sûr, mais aussi du bitume pour les rendre étanches. Alors Louis XV accorde en 1740 une concession pour exploiter le bitume de Pechelbronn à une société. Il vient de se créer la doyenne des compagnies pétrolières, la compagnie d'asphalte. Le dirigeant de cette entreprise s'appelle Pierre-Louis Ozillon de la Sablonnière. C'est lui qui fait creuser les premières mines à Pechelbronn. Il en sort un sable noir mélangé à du pétrole. Il faut alors le mettre dans de grands chaudrons et le faire bouillir avec de l'eau. Le pétrole surnage et on en récupère bien plus que dans la source. Au début, tout va bien, mais diriger une société est quelquefois bien compliqué et les associés commencent bien vite à ne plus s'entendre. De la Sablonnière va de procès en procès jusqu'à sa mort, sans que l'entreprise ne soit jamais vraiment florissante. Il faut dire qu'à part étanchéifier les bateaux et couvrir les trottoirs ou les quais de port, on ne sait pas trop quoi faire du bitume. Alors arrive un homme. Ici, mon histoire devient bien obscure, et je dois dire que moi-même, je ne sais pas comment cet homme est arrivé à Pechelbronn. Antoine Lebel est tellement inconnu que l'on ne sait même pas à quoi il ressemble, mais il achète l'entreprise à la veuve de la Sablonnière et s'occupe, sans être trop souvent sur place, de la faire fructifier avant de la céder à son fils. C'est le début d'une dynastie industrielle de plus de 100 ans et 4 générations qui verra le monde et Pechelbronn se transformer. Ni la photo ni le cinéma n'existaient à l'époque. Il ne nous reste que de rares témoignages écrits et quelques passionnés comme Ernest Jost qui connaissent encore cette histoire. En 1761, Antoine Lebel, qui vient de Paris, achète les mines de bitume. Le prix de vente du bitume n'est pas très élevé. Aussi, il est obligé de trouver une seconde activité et il va se convertir en mineur paysan. Pour ce faire, il va acheter un certain nombre de terres. En devenant mineur paysan, Antoine Lebel met en place le modèle économique que de la Sablonnière n'avait pas trouvé. L'affaire devient rentable. Mais il est surtout intéressé par le pouvoir. Il se concentre sur son rêve et finit seigneur de Chenambourg, un village tout proche, avant de mourir en 1788, laissant ses mines à son fils, Marie-Joseph Achille Lebel. Marie-Joseph Achille, fils d'Antoine, n'a que 17 ans quand ce dernier meurt. Aussi, c'est sa mère qui va prendre la direction des opérations. Lui-même sera incorporé dans l'armée de Napoléon. Il en reviendra en 1804 et s'occupera de nouveau de Pechelbronn. Il continue le travail de ses parents et introduit une innovation majeure dans la recherche du pétrole. En 1813, il fait effectuer des sondages par tarière pour déterminer l'emplacement des gisements. Il fait aussi construire une belle demeure, le château Lebel.
et comprend bien vite que pour réussir dans l'industrie, il faut une éducation qu'il n'a pas. Il envoie son fils faire des études à l'école des mines de Saint-Étienne. En 1829, Louis-Frédéric Achille revient de l'école des mines de Saint-Étienne. Sa sœur, Adèle, elle, va se marier avec l'ingénieur chimiste Jean-Baptiste Poussingault. Ce dernier aussi va donner ses idées et va permettre le développement de l'industrie, mais son intérêt particulier est pour l'agriculture. Ah, Poussingault, quel destin! Il a à peine 18 ans et dirige déjà la mine de Lopsanne, proche de celle de Pechelbronn. Il rencontre alors les Lebel. Il vient le dimanche en visite de courtoisie. Dans le salon joue la jeune fille du couple qui a 8 ans. En 1822, à 20 ans, il signe un contrat pour participer à une expédition scientifique en Colombie. Là-bas, il est successivement chercheur d'or, directeur d'exploitation minière, professeur à l'école des mines de Bogota. À côté de cela, il déploie une intense activité scientifique. Réalisant des premières mondiales, il découvre même une plante qui aura son nom. Il apprend à connaître les thèses révolutionnaires de Simon Bolivar et s'engage alors comme lieutenant-colonel dans l'armée d'indépendance pour finir aide de camp de Bolivar. Après avoir passé 10 ans de sa vie en Amérique du Sud, il rentre en France en 1832, rend visite aux Lebel et découvre que la jeune fille qui jouait dans le salon a bien grandi. Il se marie en 1835 et Poussingault continue son activité scientifique qui en fera le père de la chimie agricole. Mais revenons au pétrole, parce qu'en 1859, tout change. Aux États-Unis, on découvre du pétrole en masse. Il est très facile à extraire puisqu'il jaillit tout seul du sol et devient très intéressant parce que quelques années auparavant, on a découvert que l'on pouvait s'en servir pour éclairer. Alors l'histoire s'emballe et tout le monde veut du pétrole. À Pechelbronn aussi, les choses ont évolué. Les mines deviennent de plus en plus profondes et les rendements de plus en plus intéressants. Louis-Frédéric Lebel construit une nouvelle distillerie et trouve de nouveaux marchés jusqu'en 1867. En 1867, dans un puits, le fameux Stolle-Schorsch, l'huile sointe tellement qu'elle inonde toutes les galeries. Alors, Louis-Frédéric pense que ce puits est perdu. En réalité, il n'en est rien. C'est même lui qui va par la suite faire la fortune des Lebel. Mais Louis-Frédéric Achille lui-même ne le verra jamais puisque 2 mois après, il est décédé. Son fils, Joseph Achille, est polytechnicien. Il n'est pas très intéressé par l'industrie, mais c'est un brillant chimiste. Il travaillera notamment sur le carbone asymétrique et manquera de peu le Nobel. Il reprend tout de même les rênes de l'entreprise en 1874 et décide d'introduire le forage Fauvel et d'abandonner les mines. Il perfectionne alors la distillerie pour en faire une véritable raffinerie. Mais la recherche scientifique l'intéresse bien plus que l'exploitation du pétrole. En 1889, n'ayant pas d'enfant, Joseph Achille Lebel décide de vendre l'entreprise, car lui-même, il est attiré par la recherche et ne trouve plus d'intérêt à l'exploitation familiale. Ce sera la fin d'une longue dynastie des Lebel qui aura duré 130 ans. Vous le savez sans doute, en 1870, l'Alsace et Pechelbronn deviennent allemandes. Ce qui a sans doute précipité la décision des Lebel à vendre Pechelbronn. En 1889, l'entreprise est reprise par une société alsacienne, la Pechelbronner Ölbergwerke. Elle appartient aux grandes familles alsaciennes qui investissent massivement dans l'industrie prometteuse du pétrole. Ce ne sont plus des savants et des chercheurs qui sont à la tête du pétrole alsacien, mais des capitaines d'industrie. Ils organisent, ordonnent, décident, embauchent beaucoup aussi des ingénieurs, des chimistes. Parmi eux figure Paul de Chambrier, un ingénieur suisse qui deviendra directeur de l'exploitation jusqu'en 1918. Les forages sont de plus en plus nombreux et donnent toujours plus de pétrole. Le gisement semble inépuisable, tout va bien. Mais l'industrie du pétrole commence à changer. L'ampoule électrique a définitivement éteint la lampe à pétrole, enlevant ainsi un débouché intéressant. Rudolf Diesel a mis au point un moteur qui permet de se servir du pétrole pour rouler. Et en 1905, Henry Ford commence à fabriquer des automobiles en série. Maintenant, on ne joue plus. Quand il y a de gros marchés, il y a de gros capitaux avec de gros appétits.
Une société allemande force les actionnaires alsaciens à vendre et l'on fore toujours plus de puits et l'on tire toujours plus de pétrole. En 1913, la Deutsche Erdöl Aktiengesellschaft, qui a racheté Pechelbronn, fait une année record, mais il faut forer 2 fois plus de puits pour obtenir la même quantité de pétrole. Qu'importe, pour doubler cette quantité, on fore 4 fois plus de puits et on finit par épuiser le gisement. À la veille de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a presque épuisé son gisement le plus rentable. Mais Paul de Chambrier, le directeur, trouve un moyen d'augmenter encore les rendements. Il propose de creuser de nouvelles mines. Nouveauté dans le domaine du pétrole. Comme on le sait, le pétrole est dans la roche réservoir piégée dans ce que l'on appelle des lentilles. Ce sont des poches dans lesquelles s'accumule le pétrole, le gaz et bien évidemment le minerai. Lorsqu'un forage atteint une lentille de pétrole, il la perce et sous la pression du gaz, le pétrole est libéré et remonte à la surface sous la forme d'un puits jaillissant, accompagné la plupart du temps de gaz que l'on brûle en torchère. Puis la pression diminuant, le pétrole ne jaillit plus, il est par contre toujours présent et sous la pression des roches réservoirs s'écoule dans le forage. Il suffit dès lors de le pomper pour le récupérer, il n'est alors plus accompagné de gaz. Puis la présence de pétrole diminuant, les quantités pompées vont elles aussi en diminuant et les réserves finissent par s'épuiser. En 1915, en Alsace, à Pechelbronn, un ingénieur suisse, Paul de Chambrier, a proposé un système original pour récupérer plus de pétrole. Il s'agit de creuser des galeries juste au-dessus des lentilles de pétrole et d'y forer des petits puisards peu profonds dans lesquels le pétrole sointe lentement. Il suffit alors de le pomper pour le ramener à la surface. Ce procédé employé avec succès à Pechelbronn est promis un bel avenir. Ainsi, Pechelbronn revenait à ses galeries de mines. L'histoire semble être un éternel recommencement. La France est victorieuse et récupère l'Alsace et son gisement de pétrole. Il est toujours prometteur, même s'il ne produit plus autant, et puis la France ne peut pas annoncer une diminution de l'activité et ainsi plonger toute la région dans une crise économique, alors qu'elle vient à peine de la reconquérir. En 1921, elle donne le gisement de Pechelbronn en concession à une société, la Société anonyme d'exploitation minière, la SAEM. L'exploitation du pétrole est toujours faite par des forages et des pompages, mais surtout par des galeries de mines qui laisseront des traces durables dans le paysage, des terrils que l'on retrouve encore aujourd'hui. Et en 1927... Automobilistes français, contribuez à la défense économique du pays, achetez les produits nationaux. Antar, l'huile de France pour automobile, est le seul lubrifiant d'origine purement nationale. Antar est extraite et raffinée à Pechelbronn, la mine française de pétrole. Pour 1927, il faut que je vous parle d'un autre événement. 2 frères, les Schlumberger, expérimentent à Pechelbronn une nouvelle méthode de prospection des sous-sols, le sondage électrique. Cette méthode va révolutionner la recherche pétrolière et est toujours employée aujourd'hui. On l'appelle le logging. En fait, ces années sont aussi l'âge d'or de Pechelbronn. Les mines emploient beaucoup de monde, les capacités de raffinage sont en hausse, on importe du brut du Venezuela, d'Ukraine pour répondre à la demande du marché français. La SAEM comptera jusqu'à 3500 employés et sera une société très protectrice. Tous les employés auront les mêmes droits sociaux que les mineurs. Des cités ouvrières sont bâties avec des garderies, un cinéma, l'organisation de colonies de vacances. Mais malgré les 450 km de galeries creusées, les rendements ne sont pas à la hauteur des attentes. L'extraction du pétrole par mine est très coûteuse. Qu'importe, l'État français veut son indépendance énergétique, alors il crée des lois pour sauvegarder Pechelbronn. Il faut dire que Paul de Chambrier, encore lui, a fondé l'École technique des pétroles, qui deviendra notre actuel Institut français du pétrole. La SAEM créera en 1926 la première école mondiale des maîtres sondeurs. Alors que le gisement devient un terrain d'expérimentation et de formation, la société s'agrandit encore. Elle fonde une 2e raffinerie, Pechelbronn West SA, à Donges, près de Nantes, et acquiert même un pétrolier qu'elle appellera le Pechelbronn.
1939, c'est à nouveau la guerre et le retour de l'Allemagne. La DEA, qui possédait Pechelbronn avant la Première Guerre, revient comme si elle était chez elle. Et ce ne sont pas les militaires qui entrent en premier dans le village, mais des ingénieurs. Ils reprennent immédiatement le travail et le pétrole alsacien coule maintenant pour l'Allemagne nazie et son effort de guerre. C'est une période sombre où l'on emploie des prisonniers pour creuser les puits. On a recours au travail obligatoire. Mais l'extraction est plutôt un succès. Pechelbronn produit plus que dans les années d'avant-guerre jusqu'au 3 août 1944. Le pétrole est aussi utile à la guerre moderne que les armes et les munitions. Mais il ne sert à rien s'il n'est pas traité par une raffinerie. Ces usines peuvent produire plus de 2500 produits dérivés du pétrole. Dans cette installation que nous voyons ici, les Allemands ont désespérément tenté de maintenir la production de carburant pour la Luftwaffe et la Wehrmacht. Il s'agit de la société des huiles raffinées de Pechelbronn, dans un petit village des Vosges, situé à quelques 25 miles de Strasbourg. Après la guerre, la France reprend le travail. La SAEM revient, reconstruit la raffinerie et se remet à embaucher. Mais dès 1951, les rendements sont en baisse. Et en 1955, on découvre au Moyen-Orient d'énormes gisements qui font considérablement baisser le prix du baril. L'extraction par mines et galeries devient beaucoup trop coûteuse. Pechelbronn doit licencier, les mines ferment en 1962, puis ce sera le tour de la raffinerie un an plus tard, jusqu'à la fermeture totale du site en 1970. C'est la première grande crise française de désindustrialisation. Les effets dévastateurs de la mondialisation plongent tout un bassin économique dans une difficile reconversion. Mais il reste du pétrole dans le sol alsacien. Bonjour à toutes et à tous au nom de toute l'équipe de Total Video Magazine. Premier sujet de notre numéro 6, la recherche et l'exploration pétrolière en France, dans le nord de l'Alsace. Un reportage réalisé au cœur d'une région qui, grâce à Total, renoue avec son passé pétrolier. En effet, en mai 1981, Total Exploration Production obtenait par amodiation, c'est-à-dire moyennant une redevance périodique, la concession de Pechelbronn. Alors, que va-t-il se passer sur les 296 km² de cette concession? C'est ce que nous allons voir dès que je vous aurai précisé que les efforts de notre groupe portent sur deux opérations bien distinctes. D'une part, évaluation des anciens gisements. D'autre part, à Marienbronn, projet pilote de récupération d'huile lourde par injection de vapeur. C'est toute l'histoire du pétrole, cette recherche. On sait qu'il y en a, mais quelquefois, il est trop cher à aller chercher. La nature reprend ses droits, Pechelbronn, qui redevient un village tranquille après 235 ans d'exploitation industrielle. 235 ans pour extraire en tout et pour tout 3,5 millions de tonnes de pétrole. Tout ce pétrole extrait pendant tout ce temps est actuellement consommé par les États-Unis en seulement 2 jours. Mais le sous-sol de l'Outre-Forêt n'a pas dit son dernier mot. En 1910, en faisant des forages pour chercher du pétrole, une source d'eau chaude avait été découverte. Et juste à côté, à Soultz-sous-Forêt, une usine géothermique exploitant cette chaleur souterraine a été ouverte en 2009. Ainsi, mon histoire n'a pas de fin. Le sous-sol de Pechelbronn recèle encore de telles richesses que, tôt ou tard, un autre homme viendra et continuera mon histoire.